La Cité européenne des scénaristes présente... À nos postes, nous on intervient plus proche de la mise en scène. Le cadre, le point, la lumière, la machinerie, c'est de la mise en scène. Donc moi dans le scénario, cette séquence-là, j'avais senti une espèce d'énergie. Et là, la manière dont on est en train de la mettre en place, je ressens pas du tout cette énergie. Est-ce qu'il faut pas trouver quelque chose ? Ça va être de le tourner à la main, ça va être au contraire d'apporter de la fluidité avec le Steadicam. Voilà. L'équipe image et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. J'ai bossé sur Dipan, donc de Audiard. Jacques Audiard, il a une façon de travailler très particulière, c'est que lui, il a un scénario, et après, il y a ce qu'on appelle un cahier B, donc c'est-à-dire plein de séquences, qui arrive donc une journée avant le début du tournage, avec quasiment 70 pages de séquences écrites qu'on va peut-être tourner ou pas, et qui vont peut-être être dans le film ou pas. Leur métier, gérer les aspects visuels d'un tournage, que ce soit l'éclairage, le cadrage, la mise au point ou encore les mouvements de caméra, le tout sous la direction du chef opérateur. Dans ce 37e numéro de l'émission, la parole est à un cadreur, 2 chefs électriciens, une chef machiniste et un premier assistant caméra, bref, à l'équipe image. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont notamment travaillé sur les films Benedetta, Novembre, Dipan, Oxygène, Anatomie d'une chute, Jusqu'à la garde, Une affaire d'honneur ou encore Rodéo, et sur les séries Fury, Mortel, Tout va bien, Dans l'ombre, Zorro ou encore Le monde de demain. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Mais d'abord, un peu de contexte pour bien comprendre la discussion du jour. Avancez dans l'épisode si vous connaissez déjà les métiers dont il est question aujourd'hui. Sur le même modèle que le 2e épisode du podcast, où on avait traité d'un coup 3 métiers différents mais habitués à collaborer ensemble, c'était donc les HMC pour habilleurs, maquilleurs, coiffeurs, on traite aujourd'hui conjointement de 4 métiers, cette fois inclus dans ce qu'on appelle l'équipe image, et sous la responsabilité du chef opérateur, donc chef op, auquel on a déjà consacré aussi un épisode du podcast. Définissons donc les 4 métiers du jour en question. On reçoit aujourd'hui un cadreur. Sans doute le plus évident des métiers, son boulot est d'opérer la caméra, soit quand le chef opérateur ne cadre pas lui-même, soit quand il y a plusieurs caméras à opérer en même temps. Le cadreur est alors assigné à ce qu'on appelle une caméra B ou une caméra C. Ou encore, on fait appel à un cadreur, et notre invité du jour a cette compétence, pour opérer en particulier ce qu'on appelle une ou un Steadicam, système de stabilisation portatif que vous connaissez sûrement et qui nécessite de se spécialiser. Notre cadreur du jour est donc aussi Steadicammer. Deuxième métier, sans ordre particulier, le chef électricien et la chef électricienne, puisqu'on en reçoit 2 aujourd'hui, aussi appelés chef élec ou chef électro. Eux ont la responsabilité de la mise en œuvre technique et artistique de l'éclairage. J'ajoute que les chefs électriciens sont assistés par des électriciens tout court, aussi appelés électro. Pour le coup, on n'en reçoit pas aujourd'hui, on ne reçoit que les chefs électro. Troisième métier de l'équipe image que vous allez entendre aujourd'hui, une chef machiniste. S'il s'agit d'un métier réputé juste manutentionnaire, puisqu'en charge notamment d'installer les structures d'éclairage et de prise de vue, le chef machiniste revêt cependant une responsabilité artistique certaine, puisqu'ils sont aussi en charge d'opérer, suite à l'installation, les engins de prise de vue, type grue, chariot de travelling, motocaméra, etc. Les chefs machinistes, aussi appelés chefs machinaux, sont assistés dans leur travail par les machinistes tout court, donc aussi appelés machinaux tout court. Là non plus, on n'en reçoit pas aujourd'hui, on ne reçoit qu'une chef machinaux. Enfin, 4e et dernier métier représenté aujourd'hui de l'équipe image, le premier assistant caméra, aussi appelé premier assistant opérateur. Là encore, on pourrait sous-estimer son apport artistique puisqu'en charge notamment d'accessoiriser la caméra et d'assurer son bon fonctionnement, sauf que pendant les prises de vue, le premier assistant cam présente une responsabilité supplémentaire, en l'occurrence artistique, manœuvrer en direct la mise au point, le focus de la caméra, lorsque la profondeur de champ est faible. Donc lorsqu'une partie de l'image apparaît floue, généralement premier plan versus arrière-plan, vous savez, l'un des effets emblématiques de la cinégénie que nos smartphones reproduisent artificiellement avec le mode portrait de l'appareil photo. Cette tâche de faire la mise au point, pointer pour les intimes, vaut au premier assistant cam le surnom de pointeur, rien à voir avec l'insulte homonyme. Enfin, ce dernier est assisté de ce qu'on appelle un 2e assistant caméra, voire d'un 3e assistant caméra, qu'on ne reçoit pas aujourd'hui non plus, en charge notamment de la gestion des données de la caméra, donc équiper les disques durs, les vider, les changer, sécuriser et envoyer des fichiers, ou encore rendre compte à la script des gigas consommés. Donc, reprenons. Aujourd'hui, on reçoit 4 métiers de l'équipe image, un cadreur Steadicammer qui opère la caméra, 2 chefs élec
qui gère l'éclairage, une chef machinot qui installe le matos et manœuvre les engins de prise de vue, et enfin un premier assistant cam qui équipe la caméra puis assure la mise au point. Ils vont employer aujourd'hui des dénominations techniques propres à leur métier, je vous en définis quelques-unes au cas où. Les chefs ELEC parleront par exemple de service, de prolong et de diffuseur. Le service est une console qui permet de paramétrer à distance l'ensemble des lumières, les allumer, les éteindre, changer leur couleur. Les prolongs sont des câbles électriques tout simplement, des rallonges qui alimentent notamment les projecteurs. Et les diffuseurs sont des grands panneaux translucides qu'on place généralement en travers d'un projecteur pour adoucir, pour casser sa lumière. Côté machinot et cadre, vous entendrez les notions de dolly, de loader et de télesco. La dolly est le terme anglais pour le chariot de travelling. Et puisque d'ailleurs machinot en anglais se dit grip, pardon pour l'accent, le dolly grip est donc le machinot qui manœuvre le chariot de travelling. Un loader est un accessoire ajouté à un véhicule, genre une remorque ou une plateforme, pour équiper au choix de l'éclairage, une caméra, etc. Enfin, la télesco réfère au mouvement télescopique d'une grue, donc au fait de pouvoir l'étendre et la raccourcir par opposition aux grues à bras fixes, de longueur fixe. Enfin, 2 documents de tournage seront régulièrement évoqués ce jour, le plan de travail et la feuille de service. Le plan de travail répertorie l'organisation de l'ensemble du tournage, notamment les lieux et jours où l'on tournera telle et telle scène du scénario. Et la feuille de service est un document distribué quotidiennement à toute l'équipe du tournage, indiquant l'organisation de cette journée-là en particulier. Qui arrive à quelle heure, quelle scène on tourne, etc. Vous savez tout, j'en profite pour annoncer que des synthèses écrites des épisodes de ce podcast sont désormais disponibles sur le site de la Cité des Scénaristes, des synthèses réalisées par une intelligence naturelle, celle de Quentin Thibaudeau, une mise en ligne chaque vendredi. Enfin, avant de laisser la parole à l'équipe Images pour cet épisode enregistré en janvier 2025, il me reste à rappeler aux aspirants scénaristes que l'offre de formation continue S comme scénario se poursuit, avec des dates en mars et en avril pour 5 d'entre elles, lien en description pour en savoir plus. Bonjour, je m'appelle Alexis Cohen et je suis premier assistant opérateur de prise de vue depuis une quinzaine d'années maintenant. Quels sont les derniers projets sur lesquels tu as bossé par exemple ? Un long métrage s'appelle Nino, qui est en montage, et avant c'était les 4 derniers épisodes de la série Zorro, une autre série qui s'appelle Dans l'ombre. Je fais plutôt du long métrage et l'année dernière a été une année très étrangement avec de grosses séries. Laura Marais, je suis chef machiniste, ça fait maintenant 10 ans que je travaille. Je viens de faire une série, Une fois n'est pas coutume, parce que moi aussi je fais plutôt du long métrage, de Nicolas Maury. Et juste avant, j'ai fait un film avec David Caillet, un film de Michel Leclerc, qui va s'appeler Pourvu qu'il soit doux. Bonjour, moi je suis Sébastien Leclerc, cadreur depuis une quinzaine d'années, quelque chose comme ça maintenant. Je fais principalement de la série et du long métrage, peut-être un peu plus de série à présent, parce que mon poste appelle peut-être plus à ça. Enfin, il n'y a pas forcément un cadreur sur tous les longs métrages, puisque les chefs opérateurs souvent opèrent eux-mêmes. Cadre même, ouais. En tout cas, lorsqu'il n'y a qu'une caméra. Alors qu'en série, il y a beaucoup plus de choses à 2 caméras. Et dernièrement, j'ai fait une série pour Amazon qui s'appelle The Summer I Turned Pretty, qui sera la saison 3, qui a été tournée et aux États-Unis et en France. J'ai fait la partie française. Ok. Avant ça, j'ai fait un long métrage d'Olivier Schneider qui sortira l'an prochain, qui va s'appeler Les Orphelins. Et puis avant ça, j'ai fait une série avec notre ami qu'on va bientôt entendre, Pierre. qui est à mes côtés, Pierre, qui s'appelle The Veil et qui était une série pour Disney+. Bonjour, alors je m'appelle Pierre Michaud, je suis chef électricien, maintenant je crois depuis 30 ans. Mon Dieu, et j'espère encore quelques années. C'est quoi les derniers projets sur lesquels tu as bossé ? Alors, le dernier projet, c'est un film américain qui s'appelle The Wrong Paris, une série qui va sortir sur Netflix qui va s'appeler Nero. De la série principalement en ce moment ? Les longs métrages, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à être financés, et ceux qu'on me propose, généralement, sont sous-financés. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, et on a tendance un peu à sauter sur la série, qui est pas forcément le format le plus idéal pour travailler parce que c'est très long, trop long. Bonjour, je suis Sophie Lenou, je suis chef électricienne. Depuis pas loin de 15 ans, ça fait 25 ans que je travaille. Et dernièrement, j'ai fait un film d'un réalisateur américain qui s'appelle The Carpenterson et le film de Stéphane Demoustier qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche. Plutôt du long métrage. Ouais. Vous êtes tous à bosser sur des projets américains en ce moment, j'ai l'impression. On va le faire en anglais du coup. Ça a été un moment, une période où il y a eu pas mal de films américains qui sont tournés en France ces 3-4 dernières années, post-Covid. Dû aussi à des aides et à des crédits d'impôt si la post-production se faisait en France sur ces films américains. Il se trouve que je pense que ça va se réduire drastiquement
drastiquement parce que ce qui intéressait les productions états-uniennes, c'était de tourner à Paris et que maintenant, tourner dans Paris, c'est devenu très 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 compliqué. À quelle étape d'un projet arrivez-vous en général? Par quelle porte et où en est le scénario? Tard. Parce que il se trouve qu'on est la dernière roue du carrosse. Les dernières roues du carrosse, c'est un carrosse à beaucoup de roues. Il y a un processus de sélection un peu darwinien qui se fait et à un moment, il y a un chef opérateur qui est appelé pour faire le film. À ce moment-là, le chef opérateur, généralement, attend le dernier moment pour appeler une équipe parce qu'il n'est pas sûr de faire le film. Donc, généralement, nous, on est prévu sur un long métrage ou sur une série peut-être 1 ou 2 mois avant la préparation. Alors que le chef-op, il serait là combien de temps avant, par exemple? Ça dépend. Ouais, ça dépend de la complicité qu'il a avec le réalisateur ou la production, il peut être très en amont. Et si le réalisateur est scénariste aussi. Parce si que le réalisateur est scénariste, enfin ouais. Vis-à-vis du scénario, on arrive à un moment où il y a déjà eu des V2, des V3, enfin... Des V10, des V11. Et en plus, et d'autant plus en série qu'en long métrage, on arrive à un moment où on va lire une première version, on va attaquer la prépa, on va recevoir une nouvelle version, et on va attaquer le tournage, il va encore y avoir une nouvelle version. Il y en aura quand même des nouvelles qui vont arriver, c'est pas non plus un stade où plus rien ne bouge. Tout bouge même jusqu'au jour. Elles sont même capables de n'être pas écrites du tout quand on a commencé une série. Et c'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, on fait des blocs. Donc on fait un premier bloc, on a une idée très vague de ce qui sera sur le deuxième bloc. C'est ça, vous tournez 3 épisodes et les 3 suivants de la série en 6 épisodes sont pas encore écrits alors que vous partez en tournage des 3 premiers. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Même en long métrage, en fait, le réalisateur, des fois, le jour même, il voit que des choses fonctionnent pas, il a une nouvelle envie, il y a une suggestion des comédiens et les choses changent, quoi, les choses évoluent. Et du coup, c'est plutôt par le chef-op, disait Pierre, est-ce que c'est pareil pour tout le monde que vous arrivez sur un projet où ça peut varier? C'est beaucoup par le chef opérateur. Maintenant, moi, c'est aussi un petit peu par les réalisateurs. Tout dépend aussi parce que c'est une discussion quand un réalisateur nous amène sur un projet, il y a une discussion à avoir aussi avec le chef opérateur. Faut que ça matche aussi, faut que ce duo-là fonctionne aussi. Mais 95% du temps, c'est le chef opérateur. On est 3 ou 4 branches directement issues d'un chef opérateur, donc c'est-à-dire qu'en fait, le chef opérateur délègue, parce qu'il peut pas penser à tout, délègue une partie de son métier. Donc la lumière, la machinerie, la caméra, le cadre. Donc c'est pour ça qu'on est tous souvent en majorité appelés par les chefs opérateurs. Une exception peut être faite justement dans le cadre de projets internationaux où des équipes arrivent de l'étranger et connaissent pas forcément les équipes en France. Dans ce cas-là, en général, c'est les productions qui nous contactent pour nous demander nos disponibilités. Elles proposent nos noms à ces chefs opérateurs, ces réalisateurs, et puis il y a une espèce de rencontre qui est organisée comme un casting entre guillemets pour rencontrer les techniciens et c'est comme ça qu'on va être choisi. Mais la porte d'entrée sera la production dans ce cas-là. Il y a aussi des fois où le chef opérateur, il a plus un membre de son équipe pour diverses raisons et du coup ça va être un autre membre de son équipe image qui peut nous suggérer, ça peut être un directeur de production, des fois ils nous font faire des castings aussi de chef machineux, chef électro, assistant caméra, ils en rencontrent plusieurs, mais ce qui est normal aussi parce qu'en vrai quand on part sur un long métrage c'est 2 mois, si pendant 2 mois à côté de soi on a quelqu'un avec qui ça matche pas et tout le monde ne peut pas matcher avec tout le monde, que ce soit humainement ou artistiquement, c'est normal aussi de rencontrer en amont les personnes avec qui on va travailler. Et des fois par une rencontre fortuite on peut enchaîner 2, 3, 5 projets comme ça, quoi. Quand vous êtes affilié à un chef-op, vous suivez sur ces projets, chacun suit un peu son chef-op et des fois c'est ce qui fait que vous croisez pas toujours sur les tournages aussi. Il y a des familles de techniciens. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'on a des gens avec qui on adorerait travailler et on se croise pas parce que il y a un organigramme, c'est très vertical finalement, le cinéma. Quelles sont les premières questions que vous vous posez à la lecture du scénario une fois que vous l'avez en main? Ça dépend énormément du scénario. Il y a des fois où pendant que je le lis, je prends des notes, surtout en termes de mouvement. Est-ce que tout ce qui est en voiture... Toi, c'est côté machinerie, du coup. Voilà, côté de la machinerie. Après, il y a des scènes difficiles, des fois, moi, qui me font tiquer. Par scènes difficiles, j'ai un scénario qui me revient tout de suite en tête. Un film qui s'appelle Cassandre, qui va sortir dans quelques mois, de Hélène Merlin, que j'ai fait avec David Caillet en chef opérateur. Je ne connais pas encore David, c'est un premier film, donc je connais pas la réalisatrice non plus. Et je le lis, et en fait, je suis un peu choquée de ce que je lis, parce que ça parle d'inceste, de viol sur une mineure de 14 ans. C'est très dur, il y a des scènes que je comprends où on la voit nue, etc. Donc moi je dis, est-ce que je veux vraiment soutenir ce genre de choses? Directement, je me dis, mais comment ça va être fait? Quel âge a la comédienne? Quel âge a le comédien? Comment ça va se produire? Qu'est-ce qu'on va voir? Je veux pas faire un film avec de la nudité gratuite sur un mineur, quoi. C'est les premières questions à ma rencontre avec le directeur de prod et le chef opérateur. Donc d'une part le volet technique, et d'autre part le volet finalement éthique. Surtout sur ça, et en l'occurrence ce film-là, la comédienne avait 21 ans, le comédien avait le même âge qu'elle. On ne voit strictement rien, tout est suggéré, ils sont habillés par la lumière. Il y a rien de gratuit en fait. Et c'est en plus l'histoire personnelle de la réalisatrice.
ce qui a rendu le projet encore plus fort, lourd aussi. C'était un superbe tournage et ce qui a donné un superbe film. Mais si j'avais pas pu avoir cette discussion-là, pour moi, on peut pas les yeux fermés dans un film aussi lourd et aussi dur. Mais la dimension éthique en plus visuelle se pose d'autant plus dans vos métiers où vous êtes à l'image, au cadre, etc. Ouais. Les premières questions que vous posez à la lecture d'un scénario? La plupart du temps, j'arrive par le chef opérateur. Donc, à la lecture du scénario, j'essaie de me demander, tiens, comment est-ce qu'il va essayer de traiter ça? Quand je le connais un peu, j'essaie de projeter un peu sa vision, puisque moi, en tant que cadreur, mon travail, c'est aussi un petit peu de me mettre dans les souliers du chef opérateur. Donc je vais avoir une espèce de première lecture déjà une première lecture pour avoir l'histoire, mais je vais essayer de me projeter un petit peu là-dedans. Et puis assez vite, effectivement, il va y avoir ce côté technique dans une deuxième lecture où pareil, on va se poser des questions par rapport à une séquence. On essaie de s'imaginer ce que ça peut impliquer d'un point de vue technique. Si on connaît le réalisateur ou pas, tiens, est-ce que là, il va vouloir mettre un défi En l'occurrence, elle parle des scènes en mouvement pour le machino. Toi, il y a des scènes comme ça en particulier Oui, ça peut être des scènes en mouvement, ça peut être des séquences parfois où on se dit, tiens, ça, est-ce que ça peut être traité en un plan séquence? Très souvent, à la lecture du scénario, nous, quand bien même on arrive tard, la plupart du temps, on n'a pas vu les décors, on n'a pas... Donc, tout ça est un petit peu fantasmé, hein, mais je trouve que de fantasmer un petit peu le truc de notre côté, ça peut aussi un petit peu nourrir les premières conversations qu'on va avoir avec le chef opérateur, ou si on fait une lecture technique, ou voilà, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Alors, évidemment, il n'est pas question de déposséder l'idée du réalisateur à ce moment-là qui a déjà son idée pour sa séquence, mais parfois, on peut un petit peu, comme ça, mettre un petit caillou, apporter une petite pièce à l'édifice, voilà. Disons que moi j'ai un rapport à la première lecture qui est plutôt celle d'un livre, parce qu'en fait c'est aussi lié à ma spécificité de mon métier, c'est-à-dire que moi, une de mes attributions, c'est de faire le point, de faire en sorte que l'image soit nette. Et quelque part, mon influence sur le scénario, mes questions sur le découpage, elles sont pas de mon ressort. Donc il y a déjà encore un travail qui est mené en dehors de moi, à savoir un travail entre un réalisateur et un chef opérateur pour savoir comment on va découper les séquences. Et en fait, moi, tout ce qui est caméra, questions sur même la machinerie, sur quel type de machinerie en lien avec la caméra on va utiliser, j'arrive assez tard pour me poser ces questions-là. Donc le scénario, c'est plutôt quelque chose que je lis pour savoir si déjà j'ai envie d'accepter ou pas le projet. Est-ce que le sujet, est-ce que le côté éthique me plaît ou pas, ou aussi la personnalité des réalisateurs, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a plein de réalisateurs avec lesquels je n'ai pas envie de travailler, je ne travaillerai jamais. Mais j'ai pas du tout une approche technique. La différence aussi, c'est qu'en tant que chef électro et chef machiniste, nous on se retrouve en repérage aussi en amont, ce que les assistants caméra ne font pas. Plus tard, Et en repérage, il y a beaucoup de choses aussi qui évoluent, parce que effectivement, tout ce à quoi on a pensé et tous les films que on s'est fait dans nos têtes, où on a déjà eu une première conversation avec les chefs op, une ou deux, où c'est aussi la première fois qu'on rencontre le réalisateur avec notre chef opérateur. Et du coup, on est dans les décors qui sont la plupart du temps pas tout à fait ceux qu'on aura, parce qu'évidemment la déco n'est pas encore passée par là. C'est là aussi où on va résoudre les premiers soucis de comment on peut faire ça. Là aussi où le réalisateur il va avoir des idées qu'il n'aura pas eu avant parce qu'il n'aurait pas été avec son chef opérateur, avec son équipe dans les décors. Et donc être en repérage, c'est hyper important parce que on va pouvoir mettre notre patte et discuter ensemble de ce qui est possible et ce qui est plus complexe et de trouver des solutions. On peut projeter beaucoup plus à la lecture aussi. D'avoir un plan A, un B, un C qui vont aussi dépendre des conditions financières du film, du temps qu'on aura, de l'organisation, des acteurs, de tout. Mais on peut suggérer plein de choses à ce moment-là et c'est ça qui est très chouette. Moi je suis un peu comme Alexis, c'est-à-dire que je me mets dans l'histoire ou pas, si j'y arrive pas, et en fonction de ça, j'aurais envie de faire le film ou pas en fait. Après l'aspect technique, alors il y a des films que tu lis où tu vois la technique tout de suite, enfin des films qui sont écrits avec la lumière et là tu dis ah ouais c'est chouette et du coup tu peux être un petit peu de côté l'histoire, un petit peu, mais c'est vrai que de base c'est l'histoire, c'est un peu comme si je lisais un livre et je vois si je suis bien dedans quoi. Toi en tant que chef élect j'imagine que c'est encore notre regard, mais est-ce que tu te poses des questions, je sais pas, des extérieurs jours ou des choses comme ça où tu poses pas du tout les questions? Bah si oui, je lis évidemment tout ça quand je lis l'histoire pour au moins moi me projeter dans cette histoire, savoir si c'est de nuit ou de jour déjà. Après les questions techniques, je dirais elles viendront un peu plus tard quand je réfléchis à l'histoire, quand je relis une deuxième fois ou même quand j'y réfléchis en me disant tiens là bah là ça peut être chouette ou là ça peut être super compliqué, une forêt de nuit, bah si on a les moyens c'est cool, sinon ça va être plus compliqué, voilà quoi. Et après en fonction de ça, enfin moi j'ai refusé des films parce que j'aimais pas l'histoire, point. Et une fois j'ai failli en refuser une et le chef m'a dit non mais t'inquiète, le réel il est super tout ça parce que c'était très violent, mais c'était tout au deuxième degré, ce que j'avais pas du tout compris, enfin même 10e degré je dirais, et en fait j'ai pas regretté parce que c'était très très bien comme film à faire. C'est le film de Yann Gonzalez qui s'appelle Un couteau dans le cœur. Ah oui, c'est très burlesque et très stylisé aussi. Voilà, le chef-op que je connaissais quand même bien déjà, je connais bien Yann, il m'a dit non mais Yann c'est un poète, t'inquiète pas, ça va aller dans le bon sens quoi. Et effectivement j'ai été très surprise et je regrette pas d'avoir fait le film, mais c'est vrai que j'y suis allée vraiment en freinant des pieds, et en même temps c'était écrit avec de la lumière
tout le long et je me disais que c'est dommage de pas le faire aussi. Moi, je vois mon métier comme révéler l'émotion, en fait. C'est tout le but de faire des films pour moi. Et si on n'est pas ému par ce qu'on lit, c'est beaucoup plus compliqué. Notre travail n'en sera que meilleur si on est à fond dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui rend bien aussi. Alors moi, j'ai une vraie routine. C'est-à-dire que je reçois le scénario, je m'enferme parce que je vis dans une maison très bruyante avec beaucoup d'enfants depuis toujours, et je ne pense pas à la technique. Je vois le film. Et c'est vraiment un très très bon moment. C'est peut-être même le meilleur moment, parce que je m'imagine quelque chose, quand le scénario est bien, ça arrive que ça le soit, et je laisse passer 2-3 heures, et je refais une lecture technique, avec un papier, un crayon et une gomme. T'arrives à séparer les deux comme Sophie d'abord? À mon avis, il faut les séparer. Et comme disait Sophie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indications dans le scénario qui sont de l'ordre du décor, de ce qu'on peut voir, du point de vue. Rarement, un scénario est écrit avec la lumière. D'ailleurs, beaucoup de scénaristes, le sens de la lumière, c'est vrai que c'est intérieur jour, intérieur nuit, intérieur soir, qui est un mystère, mais voilà, mais c'est une convention. Du coup, nous, dans notre poste, on a, voilà, elle allume la lumière. Ça, c'est une indication de scénario, et dans la deuxième lecture, c'est intéressant de la noter. J'ai eu la chance de travailler pendant longtemps avec un réalisateur qui écrivait ses films, qui s'appelle Pierre Salvadori. Il y avait un coursier qui arrivait le matin, ça c'était la classe, avec le scénario, et donc j'avais ces lectures, et le réalisateur qui appelait le soir, en disant « Tiens Pierre, qu'est-ce que t'en penses ?» À chaque fois, le premier truc, je me disais « Mais comment on va faire ça ?» Cette première lecture où on découvre, on part de rien, c'est génial, parce que c'est peut-être même là où s'ancrent les premières idées, où on va faire plein de circonvallations, mais on va revenir à celle-là, parce que c'est ce qui nous a touchés, ou tout ça. Donc cette première lecture, sans technique, à mon avis, elle est fondamentale. Quelle est la place de votre métier donc dans la narration globale d'un film? On peut raconter plein de choses. Déjà, par le moyen de prise de vue, ça va changer énormément. Si on le fait à l'épaule, si on le fait en dolly sur travelling, si on décide de le faire au stead, si on le fait sur grue, il y a déjà beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. Des fois, le chef opérateur décide de tout. Des fois, il y a beaucoup de discussions. Ça dépend du duo qu'on forme avec notre chef opérateur. Ça dépend aussi de son duo avec le réalisateur. Et il y a des fois où ça marche tout de suite, des fois non. Et c'est ça qui est chouette aussi. Moi, j'aime beaucoup... Il y a des réalisateurs avec qui j'ai adoré travailler qui s'appellent Abel et Gordon. Donc, j'ai fait le dernier film qui s'appelle L'Étoile filante. Ce sont des réalisateurs assez particuliers parce qu'ils produisent, ils écrivent, ils réalisent et ils jouent dans leurs films. C'est un couple qui fait ça depuis des années. Ce qui fait qu'ils connaissent tout sur le bout des doigts. Ils travaillent avec les mêmes aussi comédiens depuis assez longtemps. Et ils laissent une grande part à la suggestion aux personnes avec qui ils travaillent. Et du coup, je me suis retrouvée avec, c'était Pascal Marin, la chef opératrice de ce film, à avoir des superbes discussions avec du coup ces réalisateurs, cette chef opératrice, et il me disait ok, bah toi comment tu vois ça? Moi j'avais imaginé ça, et on a construit plein de choses ensemble. On a fait beaucoup de plans séquences par exemple, qui n'étaient pas forcément écrits en amont, parce qu'au départ au découpage technique il y avait peut-être 3 ou 4 travelling qui étaient écrits, et chaque jour en fait on en faisait 3 ou 4 qui étaient complexes, et moi j'adore les plans comme ça, et qui servaient vraiment l'émotion et qui servaient vraiment l'histoire. Faire de la technique pour faire de la technique, pour moi c'est pas le but. Un plan quand il est bien écrit et bien fait, on voit pas la technique. Moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Ouais, moi j'ai l'impression qu'à notre stade en fait, comme on intervient majoritairement au tournage, c'est là où le scénario va devenir de la mise en scène, et en fait à nos postes nous on intervient plus proche de la mise en scène quelque part. Le cadre, le point, la lumière, la machinerie, c'est de la mise en scène. Donc c'est peut-être là où il y a la métamorphose entre le scénario et la mise en scène. Et nous, nos éventuelles propositions vont être des propositions de mise en scène, parce qu'on a lu quelque part dans le scénario où on a senti que c'était tel type d'émotion qui se dégageait de cette séquence, de ce personnage, voilà. Peut-être que notre contribution, ça va être de dire, est-ce que c'est pas de cette manière-là qu'il faudrait tourner cette séquence-là? Ça va être de faire basculer justement cette séquence qui avait été écrite d'une façon très formelle. Est-ce que justement faut pas entièrement la basculer à l'épaule pour apporter une espèce d'énergie? Moi, dans le scénario, cette séquence-là, j'avais senti une espèce d'énergie, et là, la manière dont on est en train de la mettre en place, je ressens pas du tout cette énergie. Est-ce qu'il faut pas trouver quelque chose? Ça va être de le tourner à la main, ça va être au contraire d'apporter de la fluidité avec le steadicam, ça va être voilà. Ce que tu dis, c'est que ça arrive au tournage même aussi, dans le sens où des fois vous partiez sur un point de départ et puis ce truc fonctionne pas, et donc en fait le rapport à la narration, à l'émotion, à comment je fais pour raconter, il peut intervenir aussi vraiment au dernier moment, quoi. Complètement, on peut changer d'avis. Il m'est arrivé de travailler avec des gens où on a un découpage extrêmement précis la veille au soir.
On arrive le matin, on fait la mise en place et tout ce qui a été imaginé est totalement déconstruit et on va le tourner d'une manière totalement différente. Le scénario, c'est pas une œuvre littéraire, c'est un document de travail. Et d'ailleurs, par exemple, Alex, qui fait le point, se retrouve à connaître, j'imagine, comme le Perchman, toutes les répliques. Parce que le point, c'est de la mise en scène. C'est le point de vue. C'est le point de Qu'est-ce vue qu'on du veut film. montrer ? Qu'est-ce qu'on veut montrer ? C'est la même chose pour la machinerie, le cadre, la lumière, le son. Le son, c'est tellement important. Où on va transformer ces mots imprimés en, j'aurais peut-être une bizarre analogie, parce que à la lecture, on a quelque chose qui est vraiment tridimensionnel. C'est dans notre tête, on peut presque le toucher. Et on va remettre tout ça en 2 dimensions. On fait un plan. Ouais. Et c'est là où cette traduction... Est-ce que ça transpose ou pas, quoi, finalement? Voilà. Et par exemple, en France, on a une drôle façon de travailler. On commence par l'heure supplémentaire, généralement. On a une aberration qui s'appelle le PAT. Le prêt à tourner, ouais. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on va tourner à 9h. Et donc, on fait venir les techniciens 1 heure avant, si la production veut bien. Et puis, on n'a pas les acteurs parce qu'ils sont en train de se faire maquiller, s'habiller. Puis, on s'imagine ce qui va se passer. Et puis, après, on fait une mise en place. Et puis, normalement, l'acteur devait être assis là à cette table et dire sa réplique. Et puis, on s'aperçoit au bout que ça marche pas bien et que c'était mieux qu'il le fasse à l'entrée de la porte. Et on s'en aperçoit bien trop tard parce qu'on a déjà mis la caméra, la lumière, les choses comme ça. Donc, on recommence tout et puis on fait comme ça. Dans tous les autres pays, on fait ce qu'on appelle en anglais un blocking. C'est-à-dire que tout le monde est convoqué à la même heure. Hein, il y a un call. Et puis, il y a le premier assistant qui va être devant la porte du décor, qui va empêcher tout le monde de venir. Et il y a le metteur en scène et ses acteurs qui vont décider de la scène qu'ils vont faire. Ils vont travailler ensemble, ils vont être au calme. Ça peut prendre 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. De toute façon, il y a toujours assez de travail pour le reste de l'équipe pour commencer à préparer le truc qui va s'organiser. Et une fois qu'ils ont terminé, ils font ce qu'on appelle un crew show. Les acteurs vont jouer la scène devant les chefs de poste et les doublures. Ce qui permettra aux acteurs d'aller se costumer et s'habiller, on mettra les doublures et on va faire la technique. Et tout le monde sait ce qu'on va faire toute la journée. Donc, en perdant un petit peu, on en gagne énormément du temps en faisant cette méthode. Et la dimension qu'apporte cette méthode, c'est qu'on oublie trop souvent l'apport des comédiens par rapport au scénario. C'est que chacun s'est approprié son personnage. Le comédien, quand il arrive sur le plateau, lui-même, il a une idée précise de ce qu'est cette séquence. Surtout les comédiens anglo-saxons. Aussi. Et du coup, dès le blocking, dès la mise en place, il va dire non mais en fait, je dois être à la fenêtre à ce moment-là. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de regarder à l'extérieur, je suis loin du brouhaha, de tout le truc, alors que c'est pas écrit comme ça. Et ça devient de la mise en scène là encore. Oui, parce que si chacun fantasme dans son coin et qu'on arrive et qu'on télescope tous les fantasmes de tout le monde, ça devient compliqué. C'est exactement ça. Et c'est en ça que le blocking est primordial, effectivement, dans notre méthode. On déconstruit sans cesse, malheureusement, et je suis d'accord, je rejoins Pierre là-dessus, cette méthode est plus efficace en termes de temps. Elle a ses inconvénients aussi. C'est-à-dire que blocking, ça veut aussi tout dire. C'est-à-dire qu'à la fin du blocking, enfin, en tout cas, moi, la plupart des metteurs en scène anglo-saxons avec lesquels j'ai travaillé, Plus rien ne bouge. plus rien ne bouge. Ouais. Plus rien ne bouge. Le comédien, il venait s'asseoir à cette réplique-là, il faudrait qu'il s'assoie à cette réplique-là. J'exagère à peine, hein. C'est des discussions qu'on a beaucoup en amont avec le chef-op. Lui, il a eu la discussion avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et il y a des envies, des références de films, de photos, de sons aussi, enfin n'importe. Et en fonction de ça, on va essayer de mettre en image ce que le réalisateur a dans la tête et en lumière, enfin en tout cas pour ma part. Et après, moi, je peux apporter ma contribution, je peux donner des idées, des orientations, dire bah attends, moi quand j'ai eu le scénario, j'ai pensé à ça m'a fait penser à telle image, à tel film, etc., etc. Moi, j'ai l'impression que c'est une maigre contribution artistique dans le sens où de toute façon, il y a un réalisateur qui a tout dans la tête. Il va pas y avoir de révolution délirante. Après, on va s'adapter au décor et c'est vrai qu'en fonction des décors, on peut amener d'autres choses. Voilà, on peut dire, bah là, tiens, dans ce décor, moi, il m'inspire ça. Pourquoi on n'éclairera pas par là? Pourquoi on n'amènerait peut-être pas plus de contraste? Ou, tiens, est-ce qu'on mettrait pas un peu de fumée pour atténuer un peu les choses? Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut apporter, mais ça sera, j'ai l'impression que ça sera plus de la nuance. Si on a des projets qui sont bien financés par rapport au blocking, j'adore arriver sur un décor qui a déjà été préparé, déjà été éclairé. Et pour un metteur en scène et ses acteurs, les acteurs, ils ont besoin de lumière, ils adorent ça. Et donc, quand les décors existent, s'il commence à y avoir de la lumière et des choses évidentes, et les acteurs vont s'asseoir, se mettre là. Donc, finalement, ils vont se mettre au bon endroit. Généralement. Tu peux orienter le blocking par ton éclairage, du coup. Et par exemple, aussi, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est quand le soir on a terminé, que le lendemain on va aller voir un autre décor, le chef décorateur, qui est pour moi mon meilleur allié, va présenter son décor. Et je tiens à ce que ce décor soit éclairé,
plus ou moins, mais qui est une base pour que le réalisateur, avec le chef déco, puisse voir ce qui va se passer et s'imaginer, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller voir un décor éclairé avec une mandarine au plafond, avec une lanterne ou un service. Oui, ou en studio avec le service. Voilà, c'est d'une tristesse pas croyable. Après, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut avoir les moyens de le faire. Voilà. Et juste enfin, Alexis, toi, du coup, je parlais du point de vue tout à l'heure sur l'assistant cam. Moi, ça se joue à 2 niveaux. Je pense qu'il y a déjà un niveau, alors en amont, en prépa, sur une fois qu'il y a un découpage qui est déjà bien avancé. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme est-ce qu'on va utiliser un steadicam, de la grue, tout ça c'est des contraintes qui moi vont m'impacter directement à la caméra. Et après sur le tournage, c'est vrai que moi mon métier, enfin une partie, le point, c'est un métier de l'instant. Donc c'est-à-dire que ce qui est net à l'image, c'est là où le spectateur va poser son regard. Et ce qui est flou, en général, il va pas y aller. Mais bon, on peut jouer là-dessus. Et après, ça dépend des réalisateurs et des réalisatrices. Parce que, étrangement, souvent, ce n'est pas évident à quel endroit doit être le point. Non. Il y a des réalisateurs et réalisatrices pour lesquels c'est évident, et donc souvent, c'est des gens qui ont déjà un point de vue très précis sur ce qu'ils veulent. Et il y en a d'autres où souvent, moi, je me retrouve à devoir faire le choix, parce qu'on me laisse le choix. Et quand je pose la question, parce que c'est toujours les discussions que j'ai avec la mise en scène, très souvent la réponse est fais comme tu peux ou comme tu le sens ou t'es bon là-dedans donc vas-y. Donc en fait on me délègue par moment beaucoup de choses. Moi ça me va, ça me plaît, mais après j'ai aussi ma vision et mon point de vue sur ce qu'on tourne et sur le film qui peut pas forcément être en accord avec le point de vue d'un metteur en scène. Donc tu parlais de l'instant, c'est dans l'instant que se joue, tu te dis bah là c'est important qu'on regarde ça maintenant dans cette prise. Oui, en tout cas dans cette séquence, les rapports entre les comédiens, qui est mis en avant, qui est important, qu'est-ce qu'on veut cacher, qu'est-ce qu'on veut voir. Et après ça peut être même très vicieux encore au-delà, c'est-à-dire que ça c'est par exemple souvent quand on est à l'épaule, on veut donner pour certaines séquences quelque chose d'un peu docu. On va faire en sorte d'avoir très peu de profondeur de champ dans la caméra, donc pour avoir une zone de netteté très petite. Et du coup faire beaucoup de mouvements pour nous contraindre à l'erreur. Ou essayer de suivre la personne. Voilà, donc pour créer artistiquement et un peu artificiellement des erreurs de points pour que par exemple ça soit pas tout en net mais qu'il y ait des... Ouais, quand il avance, toi tu bouges ton point avec un tout petit peu de retard et du coup il y a Voilà, exactement. Et donc ça fait un côté plus chaotique aussi dans la façon dont le point va suivre. Ça c'est une façon quelque part, un peu pas vicieux, c'est pas le bon mot, mais on crée quelque chose artistiquement par mon métier. Mais à mon corps défendant. Moi, je me rends compte, par exemple, au point des problèmes de mise en scène. C'est-à-dire qu'on me pose un cadre, je vais me retrouver avec 3 comédiens, je vais demander où passe le point. Donc après, on va me dire, tu suis la parole des comédiens. Je dis, ouais, mais dans ce cadrage-là... S'ils sont dans la profondeur, tu dois changer plusieurs fois au sein d'un même plan et c'est... Et du coup, ça révèle souvent qu'il y a un problème, soit d'emplacement de caméra, soit d'emplacement des comédiens. Donc du coup, on fait des ajustements. Tu peux pas proposer, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, mais de fermer au max, donc pour qu'il y ait moins de profondeur de champ, comme ça tout le monde est net et comme ça il n'y a plus la question. Ça, c'est une des réponses qu'on peut donner. Donc il y a effectivement d'essayer... Mais le problème, c'est que la profondeur de champ, elle dépend aussi de la lumière qu'on a, du budget qu'on a pour avoir la lumière qu'on veut. Donc ça dépend de plein de choses. D'accord. Dans l'économie d'un film d'auteur par exemple français, on n'aura pas beaucoup de marge pour fermer le diaph. Ouais, ça dépend des films d'auteur après, mais oui. Ouais. Oui. Pour aller dans le sens de ce qu'Alexis dit, très souvent lorsqu'on se pose trop de questions, de points, c'est que c'est un problème ou de cadre ou de mise en scène. Le problème de cadre étant un problème de mise en scène. Si c'est pas clair, c'est que la manière dont on raconte la chose, elle est pas évidente. Elle sera pas évidente pour le spectateur. Donc très souvent, effectivement, ça nous arrive à tous. Ça m'est arrivé de mettre en place un plan et l'assistant me dit mais je fais quoi ? Et tout d'un coup, je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est pas clair. Alors, il est très joli le plan, mais il raconte rien. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On fait de l'esthétique ou on raconte une histoire ? Et nos métiers, ils sont entre ces deux-là. On nous demande avant tout de raconter, je vais revenir aux anglo-saxons, ils disent toujours on fait du storytelling. Comme scénariste, mais nous avec d'autres outils, avec nos outils à nous. On revient à ce qu'on disait, on va transposer le scénario sur 2 dimensions et des points qui bougent, une lumière qui sera différente, un mouvement de caméra qui va s'avancer, une composition... C'est de l'écriture. Et c'est là où ça devient passionnant de coller au scénario. Ça me rappelle j'étais encore électreuse, mais sur un film, on avait éclairé toute une séquence, on avait fait 3 heures de pré-light pour faire une séquence en intérieur. Et la réalisatrice arrive, elle dit « Ah mais ça va pas du tout quoi. On avait fait des trucs hyper contrastes, des entrées de lumière hyper belles et tout ça. Et au final, on a tout enlevé et on a fini avec un fluo au plafond quasiment quoi. Parce qu'en fait, elle voulait raconter un peu un truc un peu glauque, un peu pas très esthétisant. Alors que à l'inverse, le chef-op nous avait demandé de faire un truc très esthétique. Et en fait, ça allait pas du tout avec ce que voulait raconter la réalisatrice quoi. On revient au le beau pour le beau. C'est pas parce que le point est bien Voilà, que la lumière ça. est belle que ça correspond à ce que Oui, parce que les c'était scènes très beau raconter. ce qu'on avait fait, mais en fait, ça racontait pas ce qu'elle voulait raconter quoi. Ça doit
être un crève-cœur quand même de mettre des fluos verdâtres au plafond pour avoir... Ouais, mais bon, voilà. Au final, la scène est quand même réussie parce que ça raconte ce qu'elle voulait raconter, quoi, Ouais, c'est effectivement. le but. Ok. Et aussi, si on s'arrête que à la technique, ça peut pas marcher forcément. À mon poste, moi, je fais des mouvements de caméra. Si on me dit d'aller à un point A à un point B en mettant une marque au sol et que le comédien, il fait pas tout à fait la même chose à chaque prise, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça arrive, ça? Ça peut... Mais peut-être que ils ont certainement raison, en fait, parce que à ce moment-là, ils le sentaient différemment et que ça communique autre chose. Moi, il faut être sensible à ça, il faut suivre notre comédien, notre réalisateur, notre chef opérateur. Et il y a parfois, c'est les accidents qui font que c'est mieux, c'est le fait qu'il aille un peu plus loin, un peu plus près. Et en fait, de juste suivre des marques, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas des robots et on filme pas des robots. Moi, il y a des fois des réalisateurs, je viens de poser 50 mètres de rail, il y a une comédienne, il me dit, suis l'émotion. C'est un plan séquence, ça dure 3 minutes. Et tu fais, ok, bah, et là, on se regarde avec notre chef, le chef opérateur, on fait, ok. Et c'est là où la magie opère et où ça rend quelque chose de chouette, on espère, quoi. Donc c'est pas juste suivre techniquement la personne à son au milieu, ça peut être, je sais pas, la mettre en avant, soit en retard dans le cadre parce que ça raconte un truc. Ça peut être plein de choses, et il y a des fois où avec des chefs opérateurs, ou même sans mots, on se comprend, et la façon dont il va porter le cadre, moi ça m'emmène dans une direction, et voilà, quoi. Il y avait une jeune actrice qui allait voir John Ford et qui lui dit, Monsieur Ford, je trouve que vous faites pas assez de travelling. Et il la regarde un peu étonné et lui dit, écoutez, mademoiselle, mes machinistes sont moins bien payés que mes acteurs. Ce seront mes acteurs qui bougeront et pas la caméra. C'est aussi connu que c'est plus simple de faire bouger les acteurs qu'une caméra, c'est moins... Mais ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure sur aussi la différence entre les pays anglo-saxons, enfin 99 pays dans le monde, et la façon dont on tourne en France, c'est que nous, on fait un peu de la recherche et développement jusqu'à la 10e prise. Donc en fait... Mais ce qui est chouette aussi, en fait. Mais y compris en série, parce que il me semble que ça c'est plus en cinéma. En série, on a aussi le temps de faire ça. Ça dépend de la série aussi. Ça dépend, mais souvent on se retrouve même en série à... Moi, par exemple, la série Dans l'ombre, qui est réalisée par Pierre Scheller, quelqu'un qui est très dans l'instant et qui est capable, typiquement, de changer d'avis en 1 seconde, et on doit éclairer tout de l'autre côté alors que tout a été fait, alors qu'on est en série. Et en fait, c'est toujours compliqué parce que on nous demande d'être bon tout le temps. Et en même temps, c'est aussi à nous de faire comprendre que dans cette façon de tourner, on ne peut pas être bon tout le temps. Il y a des moments où il va y avoir de la perte. Mais je pense, après, faut être très tranquille avec ça. Moi, en tout cas, je le suis. Je considère que de toute façon, on est des humains et qu'on fera tous des erreurs et que toutes les personnes sur un plateau font des erreurs, du metteur en scène au producteur, à l'assistant caméra, à n'importe qui. Et que du coup, faut être léger avec ça. Après, c'est parfois sur certains films où il y a un découpage un peu approximatif, c'est vrai qu'on va nous demander de faire en sorte d'éclairer à 360 pour avoir de la liberté de mise en scène, quoi. Pour que le cadre puisse couvrir tout l'espace. Oui, et puis qu'on n'ait pas besoin de beaucoup de changements entre 2 axes pour rester dans l'émotion, pour pas qu'on fasse 1 heure de changement de lumière. Enfin, ça dure pas toujours 1 heure, mais voilà. Pour rester dans l'émotion des comédiens, pour pas perdre d'énergie et tout ça, quoi. Pour que ça serve aussi l'histoire et l'émotion, quoi, voilà. Et après, il y a aussi parfois, parce qu'il y a pas de découpage du tout et parce qu'on sait pas ce qu'on va faire et que les premiers jours, on a fait un axe qui était prévu, puis finalement, on a tourné dans l'autre axe et on a perdu du temps. Donc, on dit, bon, bah, maintenant, on va tout éclairer et on pourra changer d'axe comme on veut, à peu de choses près, quoi. Voilà. L'éclairage du ciel et comme ça, il y a plus de... Voilà. Après, maintenant, à la lumière, on a aussi des outils qui nous permettent un truc qui, il y a 10-15 ans, c'était déjà plus compliqué. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien maintenant, de plus en plus, c'est pouvoir proposer un plateau libre de technique. C'est-à-dire qu'il y a 2 projecteurs sur pied, on les voit pas et on les amène au dernier moment quand en gros plan, mais tout vient d'une installation qui est dans le décor ou par les fenêtres ou par... En tout cas, si tout d'un coup, le metteur en scène décide de se retourner, ou à un moment, de toute façon, on se retournera bien, qu'il soit pas encombré de techniques, de drapeaux, de pieds, de machins, de tout ça, qu'il puisse s'approprier le lieu, réfléchir et puis nous emmener dans quelque chose qui va pas dépasser trop. Après, c'est des discussions où ils nous emmènent ou ils nous emmènent pas. Enfin, je veux dire, après, faut qu'il y ait réfléchi avant. C'est-à-dire que des fois, j'ai même l'impression, ça arrive très rarement, mais ça m'est déjà arrivé, où presque l'implication des techniciens des fois était presque plus importante que celui qui le réalisait, parce que c'est bizarre d'ailleurs. Tous les techniciens sur un film, ils ont dû faire ça quand même 2-3 fois avant d'arriver sur le plateau, ils savent un peu ce qu'ils font. Et c'est peut-être une des seules industries où quand même il y a des budgets qui sont assez phénoménaux et le chef, souvent il est bien conseillé, mais des fois il sait pas trop ce qu'il va faire. Puis il fait un film tous les 5 ans, là, au fait vous en faites 5 par an aussi, donc c'est pas la même expérience, j'imagine, dans les réflexes techniciens sur le moment, je veux dire. Oui, et puis il y a des personnes qui sont intéressées par la technique et d'autres pas, en fait. Il y en a qui sont intéressés par les comédiens, par le jeu, et d'autres qui sont passionnés par la caméra et par la lumière. Il y a des réalisateurs qui ont une vraie envie de lumière, mais il y en a plein qui n'en ont pas réellement, en
fait. Puis il y a des réalisateurs qui pensent que ça va être la croix et la bannière, Ouais. que ça va prendre du temps, qu'ils vont pas pouvoir le filmer de la manière dont ils le souhaitent, alors que nous, on peut arriver avec une solution plutôt simple. On dit, bah, évidemment. Ou alors, moi, j'ai eu des réalisateurs qui avaient peur de demander des choses techniques. Limite, ils voulaient pas nous déranger, quoi. Ouais, ça arrive. Même en amont, je fais, mais alors que moi, Parce que c'est j'adore, physique comme métier, ouais. Oui, c'est pas que c'est physique, c'est juste, ils se disent, ah bah non, c'est trop compliqué. Je me rappelle d'un plan où là, on est allé un peu loin, mais ce film dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Cassandre, la moitié du film se passe avec des chevaux. Vient la question de comment on filme la comédienne ou les comédiens qui ont des dialogues quand ils sont à cheval. Je fais, bah, moi, les gars, ça fait plus de 20 ans que je monte à cheval, en fait. Une machino qui monte à cheval, quand même, fallait la trouver. Et en fait, quand je dis ça, le chef opérateur, il me regarde, il écarquille, il me dit, ok, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Je fais, bah, si vous voulez, moi, je monte à cheval avec une caméra et, ok. Et là, ça va plus loin, il me dit, ok, est-ce que tu peux monter à l'envers? Ok. Est-ce que tu peux monter avec un stabilisateur dans les mains à l'envers? Je fais, bah, peut-être qu'on fait une journée d'essai avant. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, et en fait, ça marche. Et là vient la question de comment on perche, comment on éclaire un plan en mouvement cadré à cheval. Et en fait, on trouve plein de solutions. Ça m'est arrivé à cheval, ça m'est arrivé à moto, et c'est comme ça qu'on crée des choses, et c'est super. C'est vrai qu'il y a des réalisateurs qui pensent que c'est trop difficile et que ça a demandé trop de temps. Ils nous voient, nous, avec nos gros camions, tout notre matos, ils disent, oh là là, mais si on met tout ça en branle, ça va prendre trop de temps et j'aurai plus le temps pour la mise en scène. Alors que des fois, tu leur dis, non, mais en fait, on s'en parle avant, et moi, je l'installe en amont, la veille, ou même ça, non, ça, c'est rien, c'est pas grand chose, c'est un projecteur à mettre sur pied, on fait ça, et ça te fera cet effet-là, et ça serait très bien, c'est ce que tu veux. Ça peut être intimidant, ouais. On est gros, on prend de la place, les choses qu'on manipule, c'est assez imposant en fait. Moi, quand je monte une grue de 15 mètres, bah forcément, ils vont se dire, ah là là, ça va prendre trop de temps, ça prend de la place. Alors que j'aime bien la technique surtout pour laisser de la place à la mise en scène en fait. C'est pour que ça raconte quelque chose. Des fois, c'est un plan fixe qu'il faut faire. Et il faut pas essayer d'inventer n'importe quoi alors que c'est un plan fixe. Là, j'ai fait comment chaque métier individuellement pouvait intervenir. On a abordé ça sur la narration. Maintenant, comment vous travaillez en conjonction les uns avec les autres? Comment vous coordonnez vos métiers pour raconter un truc ensemble? On passe notre temps à s'organiser ensemble. Et c'est très codé. Ce qui est très important, et des fois le plus mystérieux, c'est de savoir ce qu'on va faire. Généralement, cette première répétition, ce qu'on appelle en France la mise en place, permet déjà d'avoir pas mal d'indices sur ce qu'on fait. Et après, tout se coordonne parce que les choses sont généralement logiques. Généralement, c'est assez utile d'avoir un cadre. Et une fois qu'on l'a, on peut commencer à éclairer. Mais des fois, c'est pas forcément ça. Et maintenant, à Sophie, on a des nouveaux outils qu'on peut recorriger ce qui se faisait pas, parce qu'on travaille maintenant un peu comme au théâtre, hein. On a une console, on allume les choses, on les éteint, on les réduit. Mais nous, à la lumière, on essaye d'intervenir vraiment, si c'est possible, un peu au dernier moment, parce que la lumière, ça peut bloquer beaucoup, parce qu'on a des grands panneaux, ça limite la circulation. Après, voilà, on n'est pas contre le fait de faire à 360, mais on va pas travailler de la même manière. De la même manière que quand on travaille en série, qu'il y a deux caméras et qu'on a deux axes différents à éclairer en même temps, bah c'est sûr qu'il y aura un axe qui va en pâtir un petit peu, quoi. Parce qu'on n'avait pas la place, parce que la diffusion ou le projo est dans le champ de la deuxième caméra, et voilà, quoi, ouais. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un ordre. On commence par, si c'est une scène à 2 ou à 3, par un pan un peu plus large, et puis après, on va resserrer, et puis après, on va faire des singles, ça, des gros pas, pour pouvoir nourrir le montage. Si c'est dans l'ordre, dans la tête du réalisateur, et dans une formule classique, c'est très codé. Je continue du coup avec Laura, Alexis. Vous, comment vous coordonnez avec les autres? On parlait cadre avant la lumière. Vous arrivez quand là-dedans dans la réflexion artistique? Bah, dès le début déjà, parce que souvent c'est moi qui pose la caméra avec le chef opérateur, enfin il me dit ce qu'il veut faire et puis on construit les choses ensemble. Mais en fait on discute tout le temps, parce que en fonction de là où on met la caméra, en fonction de là où moi je me place, s'il y a un mouvement, il faut que des fois je saute au-dessus des prolongs, que j'esquive un pied de projecteur, physiquement déjà, et avec l'assistant caméra pour faire le point. Des fois je sais que j'ai pas été du coup dans les marques comme on pouvait le dire juste avant, parce que le comédien était autre part, et on se fait un clin d'œil de toute façon à chaque fin de plan, ou alors quand on sent qu'on va faire quelque chose de différent, moi je vais tout de suite voir l'assistant cam, je dis bah là je vais être plus près parce que le chef opérateur me l'a demandé, et comme ça je le prends pas au porte-à-faux et on fait les choses ensemble. En fait on discute toute la journée. Et après, ce qui est chouette quand on travaille régulièrement avec les mêmes personnes, c'est qu'on construit notre méthode de travail, et il y a même plus besoin des fois de dire certaines choses, on se lance un regard et on a tout de suite compris, quoi. Même avec nos propres équipes, moi mes machinistes, on se connaît par cœur. La plupart du temps quand je demande quelque chose, en fait c'est déjà fait. C'est vrai que nous on a un rapport très particulier entre la machinerie et la caméra, parce qu'évidemment on est collés tous les deux à la caméra, on discute beaucoup entre nous après les prises, entre les prises, pour savoir même entre nous comment améliorer les choses, parce qu'en fait voilà, les mouvements sont jamais d'une précision, enfin il y a tellement d'aléatoires
dans les films souvent, que du coup nous on essaie de s'adapter, on regarde les prises ensemble, on essaie de se dire est-ce qu'il faut être plus lent, plus rapide, en plus avec le chef opérateur ou la chef opératrice bien sûr, mais il y a aussi entre nous des choses qui se passent en dehors du chef opérateur ou la chef opératrice pour aussi faire des micro-ajustements pour que un passage de points se passe mieux. Parce qu'à une époque, on faisait des répétitions. Parce qu'à une époque, on faisait des répétitions. C'est pas vrai, on en fait encore non, parfois. On en fait encore. Mais c'est vrai que maintenant, on a tendance à les tourner. Et pour revenir au travail qu'on a tous ensemble, moi, je sais que dès que je mets un pied sur le plateau, je vais pas en ressortir. Je pense que je vais aller aux toilettes une fois à midi. Parce que on doit assister aux mises en place, aux répétitions, forcément à ce qu'on tourne, mais comme notre principal ennemi, c'est le temps, que ça soit celui de la montre ou celui de dehors, au moment où on tourne quelque chose, c'est déjà du passé. Parce que ce qui est intéressant et ce qu'on doit faire, c'est la scène qui vient, le plan d'après. Donc c'est cette anticipation permanente qui permet aussi à toute l'équipe d'avoir une espèce de tension. T'es du flux tendu, qui tient. Et d'ailleurs, les journées passent très vite, non ? Ouais. Déjà, moi, il y a la moitié de mon travail, c'est d'être avec les électros quand même, parce qu'on c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du mouvement, mais en fait, nous, nous accrochons tous les projecteurs, par exemple, et on sécurise toute la lumière. D'où l'intérêt de toute la prépa et des repérages qu'on fait ensemble. Et j'oscille je suis la moitié de mon équipe avec les électros, l'autre moitié avec la caméra. Mon cerveau est scindé en deux toute la journée. Et d'ailleurs, on aide aussi le son, la déco. Et la mise en scène. Voilà. Et en fait, cette gestion du temps, par exemple, quand on est en décor unique, où on est dans une maison, on tourne dans toutes les pièces, d'avoir des machinistes qui vont installer des barres en amont, même si on sait pas forcément si elles vont toutes servir et tout ça. C'est juste qu'une fois qu'il y aura la mise en scène dedans, qu'on sera mise en place avec les comédiens, et on n'a plus le temps. Et en fait, c'est la panique tout de suite si on nous voit arriver avec des barres de 4 mètres pour pouvoir les mettre au plafond, sortir des escabeaux, prendre du temps, de la place, du bruit. Donc en fait, c'est toute la journée, on a une partie de notre équipe qui est au plateau, qui tourne, et une partie qui prépare la suite. D'où l'importance d'être le bon nombre pour faire les projets aussi. Le nerf de la guerre, c'est la préparation. Ouais, c'est ça. On fait partie d'une seule même équipe image, à la caméra, à l'électricité et à la machinerie, et on travaille tous ensemble. Mais ça communique en permanence, ouais. Et en fait, on fait les choses à plusieurs, parce que pour porter une dolly dans un escalier, faut être 4. Et que sur les plateaux, très souvent, moi je suis 1 plus 2 machinaux, ou quand ils font démonter une grue un peu rapidement parce qu'on a envie de continuer à tourner dans le même décor, bah on est une équipe. Ouais. Et au même titre que quand il y a de la boue et qu'il faut rouler des lignes, bah on est là aussi en fait. Moi j'ai toujours vu les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées vis-à-vis du scénario ou de l'écriture ou de la narration à force de lire des scénarios? Moi j'ai compris que quand ça se lisait très facilement, souvent les choses étaient plus claires. Quand on le faisait, et que quand on avait des séquences pas claires, quand on tournait, ça se ressentait. Pour tout le monde, à tous les postes. On peut se méfier des films qui sont trop bavards. On revient au dialogue. Le film qu'on a fait ensemble, Sébastien, il est écrit par Steven Knight. Steven Knight, qu'on n'a jamais vu sur le plateau d'ailleurs. On a lu une première version qui était chouette. On a eu beaucoup de versions. Il y a eu beaucoup de versions. Trop. Je pense que Steven Knight s'occupait de plein d'autres scénarios, puis ça s'était balancé, et on avait une chouette productrice et une chouette actrice principale. Elle-même productrice. Elle-même productrice, Elisabeth Moss. En plus, on se retrouvait, ce qui était marrant, c'est qu'on a tourné le tiers de la fin du film pendant la grève des scénaristes. Il fallait rajouter des choses qui marchaient pas, et on a tourné en cachette. Des scènes réécrites par la productrice et Elisabeth. Mais vraiment, il n'y avait pas de numéro de clap, il y avait une feuille de service qui n'existait pas, tout était, voilà. Et j'ai pas l'impression que on soit allé aussi loin et aussi bien qu'à la première version que j'ai lue. Hein. Il y a eu comme une espèce d'érosion. Ouais, complètement d'accord. Ouais. Il y a eu tellement d'écriture, de réécriture que j'ai eu l'impression, moi, qu'on se noyait dans le scénario, on se noyait dans l'histoire, quoi. Et autant la première version qu'on a été amené à lire, qui était probablement pas la première version écrite, était plutôt excitante. Et moi, j'ai eu l'impression, au fur et à mesure que l'histoire se délitait, de par ses multiples remaniements, c'était déjà une histoire assez complexe, et c'est assez déstabilisant pour nous parce qu'on est en train de tourner. Ce sont des tournages longs, là, on parle de 6 mois de tournage, donc régulièrement il y a une nouvelle version qui arrive, une nouvelle séquence qui arrive, donc c'est déjà pas toujours évident pour nous de raccrocher les wagons parce que on parle de 6 épisodes, 8 épisodes, je ne sais plus combien. Même nous, on se perd un petit peu parce qu'on sait plus à quelle version ça fait référence. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils ont, les anglo-saxons encore, une méthode de couleur de scénario. Hein. On commence par le white draft, après c'est blue, après c'est orange, il y a pink, enfin bon, il y a toutes les couleurs, il y a même trop de couleurs en tout cas. Il y a même maple. Tu la connaissais là, un peu marronasse comme ça, qui doit être la version 7. C'est les versions, c'est-à-dire comme ça tu peux pas te gourer. Et généralement ce qui est bien, c'est que ton scénario, quand tu l'as imprimé, tu glisses les feuilles vertes, les feuilles bleues à la place, et voilà. Moi, comme j'imprimais, il était de toutes les couleurs ce scénario, hein.
C'est qu'en fait, tu changes que les pages qui ont changé via ces couleurs. Voilà. Ok, je connaissais pas. C'est vrai qu'en France, je pense qu'on juste on met en couleur les lignes qui ont bougé, on met une étoile à côté, c'est juste ça qui est différent. Mais Ça dépend. Moi, j'avais bossé sur Dipan, donc de Audiard. Jacques Audiard, il a une façon de travailler très particulière. C'est que lui, il a un scénario qu'on nous envoie, qu'on lit, et après, il y a ce qu'on appelle un cahier B. Donc, c'est-à-dire plein de séquences qui arrivent donc une journée avant le début du tournage, avec quasiment 70 pages de séquences écrites qu'on va peut-être tourner ou pas, et qui vont peut-être être dans le film ou pas. Donc il y a des jours en fait où sur la feuille de service qui nous indique ce qu'on va tourner dans la journée, on se retrouve avec toute une journée de séquences qui sont dans le cahier B et pas du tout dans le scénario. Qui est très bien le cahier B d'ailleurs. Qui est très bien, ouais. Que sur Dipan, il était très bien le cahier B. Et qui est, oui. Donc en fait, je pense que là, du coup, la vision globale du scénario, il n'y a plus que Audiard et sa monteuse qui l'ont. Il y a des scénarios où quand tu les lis, tu vois un peu les enjeux financiers, t'as des idées, des décors, et du coup, quand tu apprends après le budget du film, les conditions du film, tout ça, tu dis bon, ça, on va pas tout faire, quoi. Voilà. Ou si on fait tout et qu'on fait ça en 30 jours alors qu'il en faut 45, on sait pas comment ça va rentrer, quoi. C'est vrai que c'est des questions que je me pose souvent, même si je suis pas première assistante et que je suis pas productrice, mais à un moment on finit par connaître un peu les choses et on se dit ça va être réalisable ou pas, quoi. Okay. Et donc il y aura forcément des pages qui devront sauter, et si ça saute pas, comment on va faire? Quand on t'appelle pour dire tiens on va faire un film en 30 jours et puis que tu te retrouves avec un scénario que tu mets 2h30 à lire et que y a des décors assez dingues où tu sais que ça va être des difficultés d'accès ou des pré-lights de dingue et tout ça, et qu'on dit qu'il y aura pas beaucoup de budget en plus, voilà. Comme l'inverse, hein, des fois en fait on lit et tu dis ah bah c'est bien foutu et ça fonctionne. Hein. Oui, carrément. Il y a les petites phrases très courtes qui en fait sont des enjeux énormes pour tout le monde. Ouais. Où, c'est une journée entière de tournage, ça peut être des choses démesurées par rapport à la place que ça prend dans l'écriture du scénario. À la feuille de service, il y a des indications très importantes et il y en a une que j'aime bien regarder, c'est le nombre de pages qu'on tourne. Mais alors, ça peut être très piégeant parce que c'est divisé en 8e. Donc aujourd'hui, on fait 4 8e, 2 pages, 1 8e, et voilà. Et il y a des 8e qui ont été très très compliqués. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Moi, je me méfie beaucoup dans les scénarios de ces fameuses séquences qui font 2 lignes. Il marche dans la rue sous la pluie. Comment on va tourner ça? Ça peut être un plan large, il marche dans la rue sous la pluie. On peut y passer la journée. Parce qu'il va falloir 50 plans, parce que le metteur en scène, alors qu'il ait écrit ça, il se dit dans ce moment-là, le personnage, il est dans sa bulle, il vient de s'engueuler avec sa femme, il sort d'un rendez-vous, et là, tout d'un coup, il va y avoir le subjectif, il va y avoir le plan de face, il va y avoir un plan large, on va faire un plan de grue pour décrire la grue. Et ces fameuses séquences de 2 lignes, je m'en méfie toujours. En fait, on peut raconter beaucoup de choses Exactement. en plus de ce qui est raconté dans la ligne. Ça peut être une très grosse séquence. Et puis le scénariste est plus sur le général, c'est-à-dire nous on a tendance à dire une page égale 1 minute, mais en fait c'est une moyenne sur l'ensemble des pages. Absolument. Mais une page donnée va vraiment faire 1 minute et elle peut être beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte. Et puis des fois il y a une séquence qui va compter énormément pour le réalisateur scénariste et d'autres qu'il est prêt à laisser tomber en fait. Je me rappelle d'un film où en fait il y a une séquence qu'on a mis une journée entière à tourner et le décor ils ont mis 3 semaines à le construire. Alors que c'est une séquence du film qui va durer moins d'1 minute. S'il a décidé que c'était important, bah ça l'est pour nous aussi en fait. Et au final, quand tu vois le film, ça a beaucoup d'importance. C'est le prochain film de Michel Leclerc là qui va sortir. Il y a une séquence finale dont je ne spoilerai pas, mais qui est incroyable. Mais du coup, et en voilà, fait, c'était bien. on a tous mis notre cœur dedans et c'est vraiment, même pour la production, ils ont essayé en fait. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on fait autant de construction parce que tout est construit, c'est totalement onirique, etc. Et en fait, le réalisateur a dit oui, mais c'est important, et il connaissait son film et son scénario. Pourquoi tu le fais, ouais. Et il sait pourquoi il le fait. Quand tu vois le film, tu fais ah bah oui, ça fonctionne tout à fait, et l'émotion est là, et tu comprends pourquoi il s'est battu. Est-ce qu'il y a une scène dernièrement qui vous a mis particulièrement au défi, qui vous a demandé d'être très créatif? Un film qui était compliqué et très sympa à faire, c'est un réalisateur avec qui j'aime beaucoup travailler qui s'appelle Alexandre Aja. Ouais. La lecture de Crawl, par exemple. C'est l'ouragan Katrina, et une jeune fille décide d'aller sauver son père qui est resté dans sa maison, il sera la proie des alligators. Et après, on reste dans la maison. Beaucoup de choses étaient compliquées parce que forcément tout était inondé. On avait un plan de travail qui se faisait pas en jour mais qui se faisait en hauteur d'eau. On commençait 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres. Ah, pas mal. Et on noyait 3 différentes choses. La maison, donc son rez-de-chaussée, son premier étage. On avait un autre studio dans lequel on avait fait la cave, qui est une des scènes principales. Et on avait un backlot. Alors un backlot, c'est une configuration extérieure en intérieur. On refait un décor extérieur mais dont on contrôle tout. Et là, comme on devait quand même balancer de la pluie, du vent, des vagues, et le backlot, il y avait dedans une station-service, 6 maisons, 3 rues. En fait, il faisait presque 1 kilomètre de long et 800 mètres de large. Alors, c'était assez compliqué à mettre en place. On savait pas trop comment on éclairait parce qu'on avait très peur de l'eau et des projecteurs.
Alors on a trouvé l'idée de mettre des ballons avec de l'hélium dedans, mais sans hélium parce qu'on allait tourner pendant 1 mois et demi. On en a mis 32 ballons, 24 kilos. C'était énorme. Pour mettre en hauteur les lumières. Pour faire juste un ciel. Et donc on tourne et à un moment dans le scénario, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone. C'est-à-dire que il y a un vrai changement de lumière à faire où tout d'un coup cette lumière un peu d'orage très douce, très diffuse mais quand même assez forte va se changer où il y aura un puits de lumière et qui va apparaître mécaniquement. Et on a fait, alors il y a un terme joli anglais, c'est un verbe to Hollywood. Alors Hollywood, ça veut dire qu'on a des projecteurs qui sont installés, qui sont allumés, et on va prendre un grand drap noir, et puis on va le bouger, et puis la lumière va apparaître comme ça. Et c'était magique à faire. C'était très compliqué. Il y avait 12-18 kilos en douce comme ça, et les machinaux serbes étaient merveilleux. Ils ont construit un appareil incroyable qui allait vraiment tout doucement, et on y a tous cru. Ça, c'était génial. Parce qu'il fallait que ça se passe pendant la scène. C'est pas entre deux scènes, c'était pendant la scène qu'il fallait qu'on voit la lumière qui bouge. Ça, c'était bien dans le scénario. Alors, les scénarios d'Alexandre Aja sont tout écrits en lumière. Oxygène, c'était que de la lumière. C'est très intéressant de travailler avec un réalisateur de ce talent-là. Oui, c'est Baptiste. J'interromps 2 secondes car on a oublié de préciser qu'Alexandre Aja n'est pas seul scénariste de ses films. D'ailleurs, officiellement, il ne l'est pas tout court, pour des raisons administratives anglo-saxonnes. En l'occurrence, les films Oxygène et Crawl ont d'abord respectivement été écrits par Christy Leblanc et les frères Michael et Sean Rasmussen. Et si ça vous intéresse, on a justement reçu Alexandre Aja pour parler de son rapport au scénario dans le premier numéro hors série de ce podcast et le scénario. Moi, je me rappelle du film Rodéo de Lola Kivron, que j'ai fait avec Raphaël Van Den Busch à la photo. On a une des séquences qui est à la fin du film, où la comédienne principale avec sa bande partent en quad, à plusieurs sur les quads, 2 et 3 sur les quads, pour voler des motos dans un poids lourd qui roule la nuit. Donc, le poids lourd roule la nuit, ils arrivent en quad derrière, ils s'accrochent, ils cassent le cadenas du camion, ils rentrent dans le camion, ils mettent de l'essence dans les motos. Il y a une scène où il y a des comédiens qui essayent de violer la comédienne principale. Elle en empêche, il monte sur les motos, il saute du camion, son bras prend feu, elle tombe de la moto. Donc quand on lit ça, on fait waouh. Et là on se regarde et on fait trop bien. Nous, on adore les trucs comme ça, hyper les défis. C'est des super défis. Et donc complexité 1, c'est la nuit, ça veut dire lumière en mouvement. Ensuite, ça veut dire caméra en mouvement à la vitesse poids lourd moto. Ça veut dire cascade, de sauter la moto du camion, ça veut dire feu, ça veut dire chute et tout ça. Donc le super régleur cascade avec qui je suis associé aussi pour les prises de vue en moto qui s'appelle Mathieu Lardot. On a une énorme discussion tous ensemble. Et au final, on a mis des pick-up avec de la lumière. On avait la Bandicam qui est la motocaméra avec laquelle on fait des prises de vue. Le poids lourd qui roulait, les comédiens qui étaient doublés par des cascadeurs. La nuit aidant. On l'a divisé aussi en peu de plans, mais quand même, les cascadeurs le font pour de vrai, de casser le cadenas, de rentrer tout ça en roulant. Ils le font pour de vrai aussi, de sauter Il y en a un qui saute du camion, donc le camion ralentit. Et nous, on est à ce moment-là à l'intérieur aussi avec le camion, avec un de mes machinaux, donc avec un stabilisateur cadré en manivelle dans un autre véhicule par le chef opérateur. On court derrière la moto qui saute du camion et ensuite on reprend sur un Polaris qui tire un mini loader avec la moto, avec la comédienne qui prend feu, pendant que notre motocaméra fait des tours autour pour prendre des prises de vue. Ensuite, ça repart, c'est un cascadeur, et là, il chute. C'était super chouette. Et faire de la lumière aussi en mouvement, avec un électro dans chaque véhicule où il y a de la lumière, pour qu'il ajuste la lumière. Ensuite, les cascadeurs, ils sont machinaux, les machinaux qui font de la lumière en mouvement. Donc, en fait, pour eux aussi, faire des cascades, c'est quelque chose. Conduire des véhicules, c'est quelque chose. Mais conduire un véhicule avec de la lumière, ou avec une caméra, c'en est encore une autre. Donc là, on a une cohésion d'équipe qui est incroyable. On est 6 à construire quelque chose tous ensemble. Ça a super bien marché. La réalisatrice nous a fait confiance et elle savait aussi bien ce qu'elle voulait. Une fois qu'on voit le rendu, nous on était en tout cas hyper contents de ça L'intensité du scénario, tu l'as retrouvée à l'image Oui. En ce qui me concerne mon expérience, je pense que d'autres assistants caméra pourraient parler d'expériences plus impressionnantes. Moi, il n'y a pas de choses spécialement impressionnantes parce que ça joue souvent soit sur comment optimiser la caméra pour filmer d'une certaine façon. Par exemple, un film qui s'appelle Une affaire d'honneur avec Roger Dizem de Vincent Pérez. C'était Lucie Bodino qui opérait. C'est un film sur l'escrime, donc il y a beaucoup de plans de duel. Et du coup, elle souhaitait tourner au plus proche. Donc on a fait plein de tests en prépa. Alors pour le coup, c'est l'une des fois où j'étais le plus intégré en prépa, où on a fait des tests. Parce qu'il y avait des duels à cheval et tout ça. Et on a testé plein de choses à la caméra, quel type de config, réduire au minimum la taille de la caméra, mais pour que tout le monde puisse travailler correctement, cadrer correctement pour elle, pointer pour moi. Il y a des choses qui n'ont pas marché, des choses qui ont marché, et au final, on a trouvé une petite config où elle arrivait à être à l'épaule avec une toute petite
caméra et être vraiment collé quasiment aux deux escrimeurs pour avoir vraiment des plans qui sont assez, je trouve, très réussis pour le coup, les séquences de duel. Donc moi, ça joue plus là-dedans. Après, un autre endroit où ça peut jouer pour moi, c'est dans les plans séquences, souvent, dans des couloirs ou dans des endroits où on n'a pas envie du tout de faire des plans séquences. Moi, je dois à la fois faire le point et en même temps, donc les plans sont toujours très compliqués. Et on passe jamais tous ensemble. Donc, sur le dernier film Nino, j'ai un exemple. On avait fait un plan séquence au Steadicam. C'était l'élimination des techniciens un par un. C'est-à-dire qu'au début, on était Jeff Machino qui assurait, le perchman et moi. C'est tourné à 360. Première prise, ça marche pas, on chante. Donc, c'est le perchman qui saute. Après, c'est Toujours le perchman qui saute. Non, après, donc on refait. Évidemment, c'est un peu différent. Mais après, c'est le chef Machino qui saute. Donc moi, j'étais le dernier gars. Puis à la fin, j'étais obligé aussi de sauter parce que j'arrivais pas à passer à un moment où on se retournait, où j'avais pas l'espace pour... C'est la même personne qu'opérait, qui faisait le point, qui faisait tout, du coup, et finalement... Non, moi je faisais le point, c'est juste qu'en fait, au lieu de le faire à un endroit qui est plus simple, entre guillemets, pour moi, c'est-à-dire plus proche de la caméra, collé à la caméra, il y a un moment où j'étais obligé de m'arrêter, de me cacher dans un coin et après de repartir. Donc c'est que j'avais plus de visu sur les comédiens. Ok. T'avais pas un écran à distance avec toi? J'ai un écran, mais en fait, le problème de l'écran, c'est qu'on est tout en retard si on regarde qu'un écran. Il y a un délai de réponse qui est... Quand le comédien a déjà bougé, nous, on le voit au moment sur l'écran. Donc en fait, il faut toujours regarder... Il y a des gens qui bossent différemment, mais je veux dire, faut toujours, en règle générale, regarder les comédiens pour anticiper et pour les voir bouger. Pour faire le point au moment où ils bougent. Donc après, c'est aussi des moments où on doit être créatif sur comment se déplacer autour de la caméra et des comédiens, sans gêner les comédiens aussi, parce qu'effectivement, on peut pas passer n'importe où, on peut pas passer dans les regards. Des fois, c'est hilarant, ça donne des situations ça doit être très drôle. J'ai souvenir d'un plan sur un film d'époque. On est supposé être à Versailles, on est en train de tourner à ce moment-là à l'école militaire, et deux comédiens sont en train de sortir d'un des cabinets et vont rejoindre la cour, et ils vont passer dans un escalier, et en fait, c'est un simple plan séquence, un plan à deux où on doit tenir les comédiens en train de descendre cet escalier monumental, bel escalier de pierre, et ça a été un petit peu tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre, c'est-à-dire que c'était une série sur laquelle j'ai eu la chance de faire des repérages, parce qu'en tant que cadreur, on est rarement invité au repérage, et donc le metteur en scène et le chef opérateur très tôt nous parlent de ce plan qui est hyper important pour eux. Ils vont sortir, c'est la rencontre des deux personnages, c'est la première fois qu'ils se voient, on va tout raconter à partir de là. On regarde le décor avec le chef électricien et le chef machiniste, et en haut de l'escalier, là-haut, il y a très très peu de place. Comment on va faire pour mettre une caméra là-haut, et surtout faire descendre la caméra tout du long. A priori, c'est pas du Steadicam, ils ont pas envie de Steadicam dans cet escalier-là, donc vient l'idée de la grue. Soit on a une espèce de colonne verticale autour de laquelle la caméra va s'articuler, sauf qu'à la fin du plan, on arrive en bas de l'escalier, on commence à les tirer dans le péristyle, donc l'outil de la grue devient évident, mais est-ce que techniquement cette grue va passer? On prend les mesures, alors ça devient un travail collaboratif avec le chef machiniste, avec le dolly grip, avec les électriciens, parce que comment on va éclairer tout ça? Il y a quand même une caméra qui va être en mouvement, qui va faire un vrai 360, parce que c'est un escalier hélicoïdal. Sur ce genre de film, le chef opérateur vous dit, t'as vu le plan? Ok, rendez-vous le jour du tournage. Débrouille-toi. Voilà, donc à nous de trouver les solutions. Lui, il sait comment il va l'éclairer, et puis il passe à la séquence suivante, et il confie au cadreur le rôle de faire rentrer ce plan. Donc ça a été une source d'angoisse pendant plusieurs semaines, avec un petit peu d'équipe technique, jusqu'au moment du tournage, où j'étais pas vraiment très à l'aise le matin en voyant arriver ce plan-là, sachant qu'on était sur une série avec un metteur en scène qui faisait en moyenne 2 plans par prise. 2 prises par plan, tu veux dire? 2 prises par plan, pardon. Quelle que soit presque la complicité technique, on faisait 2 prises. Donc faut que ce soit bon tout de suite, quoi. Ça, c'était la condition. Bon, la réalité a été qu'on a fait beaucoup plus de prises parce que la technicité du plan le nécessitait. Puis on a pu faire aussi beaucoup de répétitions avec des doublures avant ça. C'est pas tant de la créativité, là, c'est juste de trouver des solutions et de coordonner tous les postes de métier. Sur ce plan-là, il y avait 7 machinistes qui manipulaient la grue. Ah ouais. C'est de la télesco, donc il y avait un machiniste qui était caché au début, donc qui poussait la tête dans le décor, et puis qui très vite devait se cacher dans une des parts de l'escalier derrière un petit mur. Puis elle était reprise par un autre machiniste en cours. Puis il y avait 4 personnes, parce que c'était une grue assez lourde, une T50 pour les spécialistes, donc qui est quand même assez lourde à déplacer. Donc il y a 4 machinistes à la base sur le rail, puisque au début c'est un mouvement de télescopie de la grue, mais après c'est un mouvement de chariot, donc il faut coordonner tout ça. Il faut évidemment coordonner la lumière, parce que dans un 360 comme ça, il y a des projecteurs qui sont cachés dans le champ, et il va falloir bien savoir quand on arrive à cet endroit-là. Alors on n'a pas eu besoin d'effacer. En post-prod. En fait, il s'allumait et s'éteignait dans le plan selon comment on était axé. Oui, parce que des fois aujourd'hui on s'en fout, on laisse les projets dans le champ et on les enlève en post-prod. Oui. Ça arrive et ça nous sauve parfois des plans quand on peut pas faire autrement. Maintenant, il faut savoir que ça a un coût, et qu'en règle générale, ce genre de question, c'est combien ça coûte au tournage de trouver la solution et combien ça va coûter en post-production. Si c'est moins cher en post-production, on effacera. Si ça met en œuvre 20 techniciens qui vont nous faire dépasser d'1 heure
l'heure, on dépassera. Si on se rend compte que ça va coûter énormément cher parce qu'il va y avoir de la roto ou des choses comme ça, il vaut mieux le faire au tournage et il vaut mieux faire une heure supplémentaire. Si le plan est mouvant, il vaut mieux le faire au tournage. Si le plan est fixe, c'est peut-être plus simple de le faire en post-prod. Voilà. Des choses comme ça. Ça dépend aussi du film, parce que Et si on fait un film qui nécessite une post-production numérique, de la CG sur énormément de Oui, plans, c'est ça. Ça va se fondre dans il y a peut-être les choses qu'on va demander. Et enfin, Sophie. C'est souvent un peu le même genre de config où il y a la lumière qui change pendant le plan, quoi. J'avais une lumière divine, donc c'est assez abstrait quand c'est écrit comme ça, lumière divine, qui apparaît en haut d'une montagne. Il fallait la faire venir de, 30 mètres du dessus, bien la placer, sachant qu'il fallait faire toute la montagne, on mettait une demi-heure pour aller régler le projecteur. Enfin voilà, c'est sur le film de Lotfi Nathan là que j'ai fait en Grèce, le film américain Carpenterson, justement, avec Nicolas Cage. Comment on va la faire d'en haut avec du vent, de la pluie, le truc qui bouge, enfin le wifi qui passe pas. C'est plus des défis techniques, on va dire, que des. Enfin après artistique, oui, j'ai eu une idée de ce projecteur-là qui allait faire l'affaire. On peut mieux le contrôler à distance parce que on est dans des contraintes qui font que, comme il va devoir apparaître, faut qu'on ait la main dessus et avec un drapeau, c'est pas forcément évident. En haut d'une falaise, quoi. Est-ce qu'il y a une question en particulier ou un sujet que vous auriez aimé aborder vis-à-vis du scénario ou de la narration? En France, il y a des lectures qui se font généralement avec le metteur en scène, la script, les acteurs et de temps en temps le chef opérateur. Il y a un truc avec le scénario qu'on fait peu en France au niveau technique. Je me suis retrouvé sur des projets où on avait tous les chefs de poste, il n'y avait pas les comédiens, et peut-être même des fois pas le metteur en scène, et on lit le scénario en entier. Et ça prend la journée. Ils ont un tel peur de ce qui est légal ou pas, et de dire tiens, ça c'était pas prévu, ah bah non, on l'avait dit à la lecture. Donc ils se blindent aussi comme ça, mais c'est des sources qui sont... Et du coup, moi ce que je fais, quand le projet en vaut la peine et que j'ai l'équipe suffisante pour le faire, on se fait une lecture avec les électros, les machinaux et le chef-op en entier du scénario. Généralement, comme ça, je fais des pâtes à la maison, on se retrouve et on a soulevé tellement de questions. Parce que on a toujours beaucoup de questions après un scénario. 80% de ces questions-là, on peut y répondre nous-mêmes. Et puis, il y en a d'autres où on n'a aucune idée. Et donc, il reste ces 12 questions-là. Et généralement, elles sont assez intéressantes parce que peu de gens se le sont posés. Il s'avère que ça soit assez fondamental à la bonne marche du business. Est-ce que c'est relatif à votre métier ou relatif au scénario en général, à ce qu'il raconte? C'est des questions techniques. On va pas se mêler de... Moi, je me vois mal en disant non, tu vois, moi je pense que on devrait pas éteindre la lumière. Voilà. Surtout si c'est le soir. Surtout si c'est le soir. Ouais, donc les autres, est-ce que vous aimeriez que ça se systématise un peu, des prépas entre vous, des lectures entre vous? Ça arrive très souvent quand même. Avec le chef-op. Avec le chef opérateur et chef électro. Ça, c'est parce que vous êtes chef de poste. Hein. Moi, je suis rarement invité. Ouais. Et j'essaie souvent de m'incruster et je suis pas souvent invité. Bon, Sébastien, tu viendras manger les pâtes à la maison et on fera la... Et vous avez vos propres lectures, Ça me paraît indispensable et je trouve que pas suffisamment de personnes sont invitées. Moi, par exemple, lorsque je fais un film en caméra B, donc où j'opère la deuxième caméra, je suis pas forcément invité à tout ça, mais comme je suis aussi opérateur Steadicam, souvent lors de ces lectures sont soulevées des choses qui pourraient vraiment m'importer, qui pourraient aussi être révélées en repérage, et comme je suis pas souvent invité au repérage non plus, on se retrouve le jour du tournage avec un garçon, moi en l'occurrence, qui met des vétos sur plein de choses. Et on aurait pu soulever ça 1 semaine, 2 semaines, 3 mois avant en faisant une lecture où tout de suite j'aurais vu le bas qui blesse, où j'aurais vu des photos du décor, où je serais allé sur le décor. C'est pas mieux l'idée de personne. Ça dépend tellement du chef opérateur et tout ça. Ouais. Moi j'ai fait des T'as vu lectures où beaucoup il y des avait... cadreurs en lecture? J'en ai fait, hein, mais j'ai... En tout cas, c'est arrivé parfois même d'avoir le Steadicammer pour quelques plans. On Bien sûr. faisait une réunion, on discutait de tous les plans du Stead et avec photos de repérage. Oui, ça arrive. Hein. Je parle de systématiser. Mais bien sûr, Ouais. c'est pas tout le temps. Et, Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Bien sûr. Hormis sur les projets anglo-saxons où je suis systématiquement invité à tout, repérage, lecture, tout, même à l'étranger. Pierre en est témoin. On est parti plusieurs semaines en Turquie. J'étais le cadreur de la caméra B. J'étais là. J'ai soulevé de gros problèmes. Je pense au décor dans les caves où ils avaient prévu des plans au Steadicam où en gros je mettais ma sécurité en jeu, je mettais la sécurité des comédiens en jeu et j'ai pu faire transformer tout ça en plan de grue. Donc le jour du tournage, quand on arrive le matin, la grue elle est déjà là. Donc on fait le plan, on fait la séquence dans le temps prévu. J'ai le même contre-exemple sur des films où j'ai pas été invité et tout d'un coup tout le monde s'étonne. Mais pourquoi on peut pas le faire? Ouais, bien sûr. Donc le systématiser, même si sur des choses qui paraissent banales. Chacun à nos postes, on a une vision hyper précise.
que malgré toute l'expérience que puissent avoir les autres membres de l'équipe, ils n'ont pas forcément la capacité de se projeter. À ce point-là, ouais. Pareil pour l'assistant opérateur, les assistants qui ne viennent jamais en repérage, qui ne savent jamais par où acheminer le matériel. Donc très souvent, heureusement, les machinistes font ce travail pour eux et tout ça. Mais et il s'agit de parler d'une journée de travail. Hein. On parle pas de. Ouais, mais on gagne un temps fou au fait. Mais c'est vrai, comme dit Laura. Enfin, pour le coup, moi, les opérateurs avec lesquels je travaille, on fait toujours ces lectures-là avec le chef machinot en général. Donc on l'a fait au moins à 3 où on soulève les problèmes. Mais après, moi, j'ai été rarement invitée aux lectures du scénario avec le reste de l'équipe, avec les cadreurs, la déco. C'est hyper important. En l'occurrence, en tant que chef électricien. En tant que chef électricienne, ouais. Alors après la déco, de toute façon, on va quand même les appeler, on va quand même parler des soucis avec eux ou des choses dans lesquelles on veut aller dans le même sens. On n'a pas le choix, en fait. Mais c'est vrai que ce genre de lecture, c'est bien parce qu'on discute avec la déco devant la mise en scène, devant d'autres corps de métier, ce qui fait qu'ils sont au courant des choses et qu'ils voient les tenants et les aboutissants de nos réflexions et des solutions qu'on trouve. Moi, j'entends beaucoup parler des lectures comédiens, par exemple, mais c'est vrai que les lectures techniciens, j'en entends beaucoup moins parler. Il y en a, mais c'est comme les journées d'essai. C'est ça. Il y a des journées d'essai où du coup on teste maquillage, lumière, costume, et une fois sur deux, c'est vraiment une fois sur deux, le directeur ou la directrice de prod dit bah non, pourquoi on inviterait le chef machinot, ça sert à rien. Bah en fait mon travail c'est pas que de faire des mouvements ou comme j'ai dit tout à l'heure la moitié c'est avec la lumière, c'est aussi le premier jour où on va travailler tous ensemble. Ça c'est vrai parce que le jour des essais pour le metteur, c'est un premier jour de tournage, c'est la première fois où tout le monde va se réunir et va sentir un peu comment ça va se passer, et je pense que c'est très important pour un metteur en scène comment ça va marcher en fait et comment on va évoluer tous ensemble. Il y a des fois où heureusement que le chef opérateur voulait vraiment insister, le chef électro aussi, le dernier chef électro avec qui j'ai travaillé qui a dit au chef opérateur bah peut-être qu'en fait ce serait mieux que je me passe d'un électro et que la chef machinot elle vienne pour qu'on voit plein de choses ensemble. Ouais, et toi Alexis, du coup au point ta place dans les lectures? Je suis au même titre que tout le monde. Ouais. Il y a sur un film qui s'appelle Cet été-là, c'était avec Jacques Giraud qui opérait et où là j'avais été en amont un peu, on avait fait une lecture pas entière mais une partie avec justement le chef électro, le chef machinot parce qu'on avait quand même quelques problématiques techniques à régler entre nous. Et du coup, on avait fait ça dans les bureaux de la production en amont. On avait parlé pour choisir tel type de véhicule, pour faire ou tel type de configuration. Donc ça m'est arrivé cette fois-là, mais c'est très négligeable. Le jour où commence le tournage, il y aura plus rien d'autre que le tournage. L'implication qu'on va avoir va être tellement forte, va prendre tout le temps, que la préparation qu'on aura entre nous, entre techniciens, elle va être fondamentale. C'est là aussi où la complicité, elle commence. Si vous aviez un mot de la fin pour les scénaristes à leur dire... Peut-être soyez original, nourrissez-vous d'univers différents. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. J'ai l'impression qu'il y a trop de courants d'histoires qui se ressemblent. Emmenez-nous sur d'autres chemins. Tout est formaté. Après, c'est pas uniquement de la faute des scénaristes. Si c'est formaté, c'est qu'aussi on a des diffuseurs. Il y a plein de choses qui formatent. Des plateformes, par exemple. Qui formatent énormément. C'est vrai que le message au scénariste se transforme souvent en message aux diffuseurs ou aux producteurs. Mais bon, restons sur les scénaristes. Partons du principe qu'ils soient libres de ce qu'ils veulent. Donc on peut dire par exemple l'originalité, sortir des formats, faire rêver les autres. On s'inspire pas assez de tout ce qui a été fait depuis 100 ans au cinéma. Et c'est un vieux business maintenant, et ça n'a pas véritablement changé depuis Méliès. Moi, je n'ai pas de message en particulier. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que un mauvais scénario ne fait pas forcément un mauvais film, et qu'un bon scénario ne fait pas non plus forcément un bon film. Donc finalement, là-dedans, je sais pas. T'as plus de certitude. Non. On peut lire un scénario qu'on trouve incroyable, formidable, et au fur et à mesure du tournage, se dire merde, c'est pas ce que j'avais imaginé. Heureusement que ça arrive jamais. Non, mais à l'inverse, c'est un mauvais scénario, effectivement, même si on n'y croit pas, on se dit qu'il y a peut-être des enjeux, donc on y va, parce que même si on n'était pas à la lecture très emballé, et au final, avec l'énergie de tout le monde, avec aussi le montage, à un moment, le film, il est bien. Puis même une façon de mettre en scène, un peu c'est différente. Ça, Moi, j'avais entendu l'inverse, j'ai entendu que autant un bon scénario peut donner un mauvais film, autant un mauvais scénario donnait rarement un bon film. Et vous, ça vous arrive? Il y a eu de bonnes surprises. Je pense que s'il est vraiment mauvais, ça va être difficile de raconter une belle histoire, mais parfois des choses qui peuvent nous paraître moyennes à la lecture peuvent être magnifiées par une mise en scène, par un comédien. Moi, il y a deux choses qui me sortent d'un film. C'est une histoire dans laquelle je ne croirais pas, ou un univers dans lequel je ne croirais pas. L'histoire n'a pas besoin d'être réelle à proprement parler. Ça va être ça, et ça va être un comédien dont je n'apprécie pas la performance. C'est-à-dire que tout ce qui est le cœur de notre métier à nous, la technique et l'artistique au service de la mise en scène, pour moi, alors que c'est le métier que j'ai choisi, n'est qu'une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si en plus le film, il est formellement intéressant, tant mieux. Mais si j'ai pas une histoire qui m'intéresse et des comédiens dont la performance fait que je crois au film,
je vais pas être emmené. Tu crois moins dans ton métier lui-même s'il est pas au service du coup. Oui, aussi. Non, c'est pas tant ça. C'est que je pense que et l'histoire du cinéma en regorge des films avec des scénarios incroyables et des comédiens incroyables, mais qui sont presque mal filmés et moches. Ça reste un bon film. Évidemment. Enfin, c'est mon avis. Et vous le pensez y compris à vos postes. Oui, Y compris, bien bien sûr, sûr, complètement. bien sûr. Mais si en plus, c'est brillamment mis en scène, si la photographie est sublime et si le travail de la caméra est magnifique, c'est la cerise sur le gâteau. Ça en fait un très grand film. Enfin, Ouais, ok. dans mon regard à moi. Je reste sur ce qu'on a dit au début. Faites-nous rêver. Nous sommes prêts à relever les défis. Parfait, merci à tous pour vos réponses. Merci. Merci. L'équipe image et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Sébastien, Laura, Alexis, Sophie et Pierre pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.